Bienvenue dans ce débat Faire croiser. Je vous en parlais à l'entame de Matin d'Éden, le 30e sommet de l'Union africaine, les principales réformes et la lutte contre la corruption dans les pays membres. Les chefs d'État et chefs de gouvernement des pays membres de l'Union africaine, vous le savez, se sont réunis à Addis Abeba pour le 30e sommet de l'Union africaine. Outre le retard à l'entame des travaux dû bien évidemment à la divergence des points de vue de certains chefs d'État et aux nombreux commentaires suscités bien évidemment par l'arrivée du président rwandais Paul Kagame, eh bien, les travaux ont fini par démarrer après 4 heures de retard. Mais ce n'est pas cela ce qui retient notre attention dans le débat Faire croiser. C'est plutôt les grandes réformes et, bien évidemment, la lutte contre la corruption dans les pays membres. Pour faire l'exercice, eh bien, Wilfried Monou, bonjour. Bonjour. C'est pour la toute première fois cette année? Oui, c'est la première fois que je reviens sur le plateau. Je suis heureux de retrouver le plateau d'Eden TV. Ah oui. Et comme le mois n'est pas terminé, je me permets encore de sacrifier à la règle. Mais voter que jamais. Je vous formule à vous et à votre famille, les vœux les meilleurs. Et aux téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM, les mêmes vœux de bonne santé et de prospérité dans les affaires. Et ce n'est pas la première fois pour l'autre, Peggy Ludovic Dagba. Non, bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver donc pour ce débat ce mardi. Et c'est à croire que c'est le thème principal retenu pour ce 30e sommet qui a motivé ce débat Faire croiser. Je vous rappelle le thème, gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. Je ne demande pas à vous, Peggy Ludovic Dagba. Est-ce que ce thème est orienté vers certains pays africains spécialement? Est-ce que ce thème a quelque chose à voir avec l'arrivée de Paul Kagame à la tête de l'institution? Ben écoutez, on peut franchement donner dans une foule d'interrogations par rapport à ce thème. Moi, je pense que c'est quand même un thème qui est d'actualité parce que dans nos pays, vous n'êtes pas sans savoir que le meilleur sport, le sport national auquel tout le monde vraiment aime à s'adonner, tant les dirigeants que dans le bas peuple, je crois que c'est la course à la corruption aussi. On veut voir le meilleur. C'est à croire que bon, c'est un prix qui donc est institué pour pouvoir célébrer le plus fort ou le plus intelligent, à pouvoir ramasser et bien sûr de l'argent, à pouvoir amasser des biens collectifs au détriment du plus grand nombre. Donc c'est un peu grave la situation et je crois que c'est à juste titre quand même que l'Union africaine, la toute première institution, la plus grande, on va dire, de tout le continent, érige carrément un sommet pour discuter de ce problème. Parce qu'on a comme l'impression que ceci ne fait plus du tout peur ou n'inquiète plus personne et tout le monde s'y adonne comme quoi, c'est la cour du roi Péto, on peut y aller comme on veut, comme on peut, le but étant d'emmagasiner ou d'en prendre le plus grand, comment dire, le maximum possible, voilà, de ces ressources qui, ma foi, sont pourtant destinées à la réalisation des œuvres salvatrices pour le bonheur, pour le développement de nos nations. Mais quand on sait que beaucoup de chefs d'État africains traînent des casseroles, on ne va pas se permettre le fallacieux luxe d'en citer. Est-ce que cela pourra prospérer, cette lutte contre la corruption? Écoutez, moi, je n'ai pas une boule de cristal dans laquelle il faut lire l'avenir, mais au risque de vous peut-être décevoir, moi, je ne vois pas cette lutte prospérer comme vous semblez bien sûr le vouloir, le désirer ardemment. Mais on ne va pas rester là à être pessimiste. Il faudrait quand même enclencher des actions pour aider à ce que vraiment on puisse éradiquer ce phénomène, on va dire, cette épidémie qui, ma foi, semble se répandre, sinon se répand carrément dans le monde entier, mais avec une prédominance ici chez nous en Afrique, et ce qui, franchement, nous arrière. Il y a des chiffres, je vous assure, il y a des chiffres. Est-ce que vous savez, par exemple, que la corruption a tout atteint en Afrique, par exemple. Et lorsque il y a eu Transparency International qui a organisé ou qui a mené une étude sur près de 100
276 pays. Là, on voit le Botswana, par exemple, 35e sur le plan mondial, mais premier en Afrique, avec 60 points. Ça montre quand même que il y a quand même quelque chose qui a commencé par bouger sur le continent. Dans certains pays, il y a le Rwanda qui devient le deuxième pays avec 54 points. Donc c'est peut-être à juste titre que le Rwanda revient à la tête de l'Union africaine pour certainement aider à s'inspirer un peu de son exemple, pourquoi pas des méthodes et autres moyens qu'il a dû mettre sur pied pour pouvoir arriver quand même à ce niveau-là. Mais vous savez très bien que le Rwanda a quand même une histoire un peu spécifique par rapport aux autres pays. Près de combien de morts, en tout cas plusieurs dizaines de milliers de morts après le génocide que nous avons tous déploré ici en Afrique dans les années 90. Et ceci, certainement, a permis d'avoir un terreau pour relancer le pays, afin de dire plus jamais ça. Et lorsque on a l'opportunité, on a l'occasion de tout reprendre à zéro, je pense qu'on prend des résolutions, histoire quand même de ne plus tomber dans les travers du passé. Et c'est peut-être ce qui est en train de marcher. Mais il faudra retenir ceci, que le président rwandais a certainement pris une résolution intérieure, une résolution à laquelle il tient. C'est ça le vrai problème. Il n'est pas en train de jouer avec la posture, le nouveau postulat qu'il défend. Donc, il met les balises et c'est désormais, les règles qui sont de mise et qui sont respectées, et c'est sans amis. Donc, oui, il n'y a pas... Il a pris de nouvelles résolutions, c'est vrai, il a mis sur pied déjà un comité de pilotage constitué des sommités, des spécialistes des questions d'économie sur le continent et ailleurs. C'est vrai, mais est-ce que, je dirais, cette envie, cette volonté ne perturbera pas, sera bien vue de ses pairs, Wilfried Monod? Oui, vous savez déjà que le thème perturbe et gêne certains chefs d'État qui traînent, vous l'avez dit, qui pensent déjà que c'est orienté, c'est orienté. Mais il faut reconnaître, et l'Afrique peine à se développer, à amorcer le développement, parce que malgré des milliers de milliards qui sont investis en Afrique, on est toujours dans la zone rouge où la pauvreté sévit. Et ça, c'est beaucoup plus du fait de nos dirigeants. Et là, il faut le dénoncer. Et c'est du fait de nos dirigeants qui, dans leur mauvaise gestion, dans la mauvaise gouvernance des pays africains, nous traînent toujours dans cette zone rouge de la pauvreté. Et donc, certains chefs qui sont conscients de ce mal qu'ils font ne sont pas d'accord que désormais, en 2018, ils soient sous le feu de la rampe. Donc, ils ne sont pas à l'aise dans ce thème de lutte contre la corruption. C'est pourquoi moi, je dis, au lieu de parler de la lutte contre la corruption, parce que tout le monde, ça sent un peu négatif, pourquoi ne pas aller dans la promotion des bonnes valeurs? Comme ça se fait, par exemple, au Rwanda. Au Rwanda, il y a la journée du citoyen, où le président montre patte blanche comment il a payé ses impôts, comment ses revenus sont justifiés. Si on pouvait le faire dans tous les pays, comme chez moi, je l'appelle, par exemple, si ça pouvait se passer, on verra bien ce que le chef de l'État gagne effectivement, ce que ses ministres gagnent effectivement, ce que les directeurs gagnent effectivement, et qu'ils payent effectivement les impôts là-dessus. Ça commence par donner... Oui, mais est-ce que tout ceci n'est pas folklorique? Ce n'est pas du tout folklorique. Quelle est comment dirais-je, la réalité, la preuve de ce que vous dites? Par exemple, le président de la République, on sait que c'est lui, le président de la République. Je dis bien... On dit que la caisse commune est d'abord sa caisse, par exemple. Il peut organiser tout ça, montrer patte blanche à la télé, tout sans que rien ne soit. La preuve, c'est que ne voyons pas la corruption toujours comme le fait qu'il y a un corrupteur qui vient corrompre un corrompu. D'accord? Mais lorsque vous voyez la corruption comme sous l'angle de la mauvaise gouvernance, par exemple, ou par exemple l'impôt qui doit être collecté n'est pas collecté, par exemple, vous êtes d'accord que lorsque le président vient à montrer qu'il a effectivement payé, on le voit aller payer lui-même, aller faire cette déclaration d'impôt, de revenus sur l'année N-1, au cours de l'année N,
et il paye ce qu'il doit payer là-dessus. Il faut quand même lui reconnaître quand même cette volonté d'amener tout le monde à pouvoir payer consciemment et sans grande pression son impôt. C'est vrai que sous nos cieux, ce n'est pas encore chose réelle, mais je crois que cette initiative sera bientôt chez nous, où les entreprises qui payent régulièrement leurs impôts et sans qu'il y ait des pressions, sans attendre les contrôles fiscaux, seront célébrés. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des repères. Il faut que nous puissions appeler les gens à davantage aimer le bien, le bon et le beau. Et lorsque ça va être cultivé, nous aurons beaucoup plus la vertu qui parviendra au pouvoir. Aujourd'hui, chez nous, vous voyez ce qui se passe, ça ne donne pas, ce n'est pas des exemples. Et les enfants se perdent parce qu'il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Je me rappelle, quand on était plus jeunes que ça, nos grands-pères, qui étaient des administrateurs, avaient de bonnes conduites. Mais aujourd'hui, ça semble ne plus exister. Et c'est ça qui fait le lit de la corruption, où on vous confie la construction, la conduite d'un projet, vous êtes vous-même l'ordonnateur et vous êtes en même temps le prestataire. Donc, vous détournez les projets au lieu de construire une route qui doit passer par un point A, parce que vous êtes d'un village B, vous dites que la route doit passer par le village B, alors que le coût de la rentabilité de ce projet passant par B n'est pas aussi forte que la rentabilité au point A. Voilà les problèmes qui se posent en Afrique, et nous parlons de la mauvaise gouvernance qui doit être vraiment assimilée à la corruption. Wilfried Monod, vous dites préférer la promotion des bonnes valeurs, à la lutte contre la corruption, voilà. Parce que une expression vous semble, je dirais, péjorative. Vous aurez préféré l'autre améliorative. On a vu le président... Non, mais si vous me permettez, Loris Freddy, d'abord, j'aimerais bien saluer un peu ce jeu, ce jeu de mots de Wilfried Monod, parce que c'est quand même bien trouvé. Au lieu de dire nous luttons contre, on voit toute la théorie, comment dirais-je, d'armes attraquées par-ci, dénoncées par-là, insultées. Comment vous dites ça? Mais en tout cas, mettre des libertés dans les fers. Ils préfèrent plutôt qu'on parle de promotion des valeurs. Nous voulons rechercher, par exemple, qui c'est le premier citoyen, le Béninois le plus citoyen, par exemple, qui est le plus intègre, qui remplit ses obligations sans contrainte aucune vis-à-vis de l'État, qui paye bien ses impôts, qui est, comment dirais-je, travailleur, qui ponctuel, qui fait son travail comme cela se doit, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose d'autre à expérimenter. Pourquoi pas? Parce que bon, on aurait quand même donné l'impression que nous avons tout essayé. Parce que jusque-là, on a dénoncé, on a insulté, on est même allé jusqu'à enfermer des gens. Mais ça ne promet pas, ça ne donne pas les résultats escomptés. Tous les jours que Dieu fait, on parle toujours de corruption, et c'est en termes de milliards, des centaines de milliards par an pour chaque nation. Et donc, il faut changer de fusil d'épaule, histoire de voir quand même si ça va prospérer finalement. Peggy, vous savez, on l'a vu le président rwandais Paul Kagame réussir ce coup au sommet de l'État, au sommet du Rwanda. On l'a vu réussir à faire renaître le Rwanda des cendres du génocide. Mais lui sera-t-il possible au sommet de l'institution? C'est là la question principale. Parce que déjà, avant la clôture même de ce 30e sommet, on a déjà des commentaires comme quoi, voilà, il ne fera pas mieux que ses prédécesseurs, et il n'aura même pas un bureau à l'institution. Il va beau exprimer de belles intentions, mais ce sera ce à quoi on a toujours assisté. Moi, je pense, si vous me permettez, Wilfried Monod, que le président rwandais aura fort à faire. Il aura fort à faire déjà parce qu'il aura
en face de lui, sinon contre lui, le syndicat des chefs d'État qu'il est appelé à diriger. Tout simplement parce qu'il y a déjà des pratiques séculaires qui sont pratiquement entrées dans les gènes et qui lui seront difficiles d'être éradiquées tout simplement par un coup de baguette magique. Moi, je ne m'obscurcis pas, comment dirais-je, l'horizon, mais je me dis, il y a quand même quelque chose qui se fera. Parce que l'homme a donné la preuve de cet engagement-là au plan national. Il a montré quand même que les choses devraient pouvoir se passer autrement. Et depuis bientôt, je crois que c'est son deuxième mandat qui est en train de finir, et il a bien envie d'entamer un troisième. Et bon, maintenant, à la tête de l'Union africaine, ce sera peut-être beaucoup plus élargi, où il aura à faire face à des contre-courants, à des velléités. L'homme, j'espère bien, a sa méthode, a ses recettes. Il peut quand même commencer par parlementer avec ses compères, ses confrères, chefs d'État. Il peut quand même chercher leur appui. Il n'est pas venu pour tout de suite les jeter aux orties en disant vous êtes des impies, je ne pourrai pas composer avec vous. Mais non, je pense qu'il peut utiliser de la diplomatie, de la persuasion et de la conviction pour les amener à comprendre un certain nombre de choses. Nous nous voilons par la face, les résultats, ce ne sera pas tout de suite visible. Mais il y aura quelque chose qui se fera dans le fond et qui, avec le temps, va peut-être qu'il a des recettes qui vont, parce que, quoi qu'on dise, il commence à plaire à certains du continent. Un nouveau venu, par exemple, comme le Libérien George Weah, va chercher à s'imprégner de sa réalité, de ses réalisations. Il va chercher à s'en inspirer. Nous avons déjà vu Patrice Talon, tout nouveau président béninois, combien de fois n'est-il pas allé au Rwanda s'inspirer des exemples de là-bas, des choses qui se font là-bas. Il y a d'autres aussi qui, peut-être bien qu'étant anciens, pourraient chercher à être visités quand même par l'envie de changer un peu les choses, peut-être d'entrer par la grande porte dans l'histoire, léguer quelque chose qui portera leur nom et qui vont chercher certainement à changer un peu de fusil d'épaule. Moi, je pense que tout espoir est permis, même s'il ne faut pas se voiler la face, il faudra forcément lui faire confiance pour voir ce que cette année-là va quand même changer sous sa direction, sous sa présidence au sein de l'Union africaine. Non, moi je crois, j'irai dans le même. Êtes-vous aussi optimiste que j'irai dans Peggy? J'irai dans le même sens que Peggy, mais vous savez que au-delà du fait que l'institution a ses faiblesses, l'organisation structurée a ses faiblesses. Déjà, le chef de l'État rwandais a un mandat d'1 an. Je ne sais pas si en 12 mois, on peut faire bouger cette mastodonte qu'est l'UA et les différents États en la matière. Mais comme il a redimensionné sa vision en parlant beaucoup plus de réformes institutionnelles et financières. Donc, c'est dépoussiérer un peu les documents de l'organisation, c'est revoir la structure organisationnelle et financière de l'organisation pour la rendre beaucoup plus opérationnelle, plus perceptible dans ses actions, parce que aussi reconnaissons que voilà une institution qui vit que sur des dons, et qui vit sur l'aide. On ne peut pas continuer. Aujourd'hui, l'aide devient rare, pour ne pas dire rarissime. Comment les Africains eux-mêmes peuvent supporter leur institution? Comment alors améliorer la gouvernance au niveau de cette institution? Si déjà le président rwandais peut réussir sur ce chantier-là, il aurait quand même laissé, après son mandat, une institution où la corruption va certainement reculer. Oui, mais la proposition, toujours dans la dynamique de l'autofinancement, la proposition d'une taxe de 0,2% sur les importations éligibles qui ne sont pas sous le sceau de l'OMC, bien évidemment, est-ce que tous les États pourront y adhérer? Déjà, nous avons une vingtaine d'États qui l'appliquent.
Et donc, si une vingtaine arrive à l'appliquer sur 54, je crois qu'il ne reste pas un grand pas à faire. Et il faut simplement les amener à comprendre que déjà, au-delà de payer sa cotisation, ce qui ne tombe pas régulièrement d'ailleurs, il faudrait donner vraiment les ressources. Et lorsque nous allons arriver à créer cette zone douanière qui est aussi appelée, et qui a été l'un des thèmes, la zone de libre-échange africaine, lorsque nous parviendrons à ça, on verra bien que cette zone douanière doit protéger l'industrie locale au détriment de tout ce qui vient nous perturber ou perturber le développement de l'industrie locale. Et à partir de ce moment, une taxe là-dessus ne sera pas mal vue, que ce soit par l'OMC, parce que ce serait de plein droit que nous levions cette taxe-là pour financer les activités ou les projets de développement en Afrique. Peggy, sur la question, c'est, comment dirais-je, le taux de production intérieure de nos pays. Vous savez très bien que nous ne sommes pas très productifs. Nos économies ne sont pas, comment dirais-je, financées par la production locale. Alors, comment réussir à taxer cette économie pour obtenir ces 0,2% au niveau de chaque État? Je reprécise que ce n'est pas la production intérieure qui est taxée, mais c'est surtout les biens non africains qui sont importés. D'accord. C'est sur ces biens-là que nous allons lever cette taxe de 0,2%. Mais à un moment où c'est une taxe communautaire. Où nous quêtons la production locale. Lorsque cette production locale va se décupler, est-ce que cette taxe-là pourra encore... non, lorsque la production locale va augmenter, ça permettra alors de lever les recettes, au niveau des recettes intérieures, les quotes-parts qu'il faut pour financer l'organisation. Je crois que c'est une bonne politique qui sera mise en place et qu'il faut que tous les pays, même les résistants, puissent baisser la garde et s'engagent dans cette voie, parce qu'il faut que nous puissions arriver à l'autofinancement de notre organisation. Je ne peux pas continuer à tendre la main et vouloir être indépendant. Il faut que à mon père, je veux dire. Donc, il faut que je puisse prendre mon indépendance et que je puisse travailler vraiment à cette indépendance. Et je crois que c'est l'une des solutions qu'il faut tout de suite opérationnaliser et généraliser aux 54 pays de l'Afrique. Mais est-ce qu'il faut exiger une quote-part égale à tous les pays africains? Ça ne peut pas être une quote-part égale, parce que le nombre de biens qui est importé vers le Bénin n'est pas le même qui va par exemple en Afrique du Sud, l'un des pays qui sont beaucoup plus extravertis. Mais c'est dit que c'est 0,2%. Oui. Pourquoi pas 0,1% pour autres pays et 0,2% pour non, d'autres? C'est ce que en fait, le taux est le même. Mais le volume qui rentre dans chaque pays n'est pas le même. Ce qui fait que un pays aura à payer plus. Ça ne veut pas dire forcément que le Bénin n'aura pas à payer plus que l'Afrique du Sud, si entre-temps l'économie de l'Afrique du Sud se recentrait par rapport à une production intérieure. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas penser déjà à la définition, comme vous le disiez tantôt, de cette zone douanière, à la fluidité, à l'harmonisation de cette zone douanière avant de passer à la tasse? Oui, c'est une étape, en fait. C'est une étape dans la création de cette zone douanière, parce qu'il va falloir aller à beaucoup de rencontres et de discussions pour pouvoir définir la grille tarifaire douanière, pour que chaque pays puisse l'appliquer désormais, comme ça a été fait au niveau du TEC aujourd'hui, où nous avons une zone douanière au niveau de la CEDEAO qui a pris l'exemple sur la zone de l'UEMOA, donc TEC UEMOA, qui désormais n'existe plus, mais nous sommes désormais avec le TEC CEDEAO. Si on pouvait arriver au TEC africain, ce serait toujours bien pour nos économies. Et là, ça nous amène, nous autres, à davantage produire pour aller sur les autres marchés. Et vous savez que cette zone de libre-échange mettra à la disposition des entreprises ou un marché de près de 1,4 milliard de consommateurs. C'est un potentiel qu'il faudrait quand même explorer et valoriser. Peggy, Ludovic Dagba.
Ben oui, sur la question, moi je pense que il faudra vraiment en arriver à cette zone de libre-échange. Parce que si nous nous mettons ensemble, l'une des causes, c'est d'abord que nous puissions quand même mettre nos moyens ensemble, nos efforts, pourquoi pas nos ressources, pour pouvoir régler quels sont nos problèmes. C'est ça la réalité. À quoi servirait l'Union africaine si elle ne veut pas aider un pays comme le Bénin dans ses problèmes d'inondation, par exemple, un pays comme le Nigeria dans la lutte contre l'insécurité, d'autres pays. En tout cas, chaque pays a des problèmes spécifiques. Donc, cette union a vocation à aider les populations à vivre de manière quiète sur leur territoire. Je crois que c'est l'objectif principal. Et dans ce sens, je crois qu'ensemble, ils devraient pouvoir définir des procédures, pourquoi pas essayer d'élaborer des solutions face aux problèmes qui minent, en tout cas, chacun de ces pays. Et dans ce sens, cette zone de libre-échange doit pouvoir être une réalité, un peu comme l'appel, bien sûr, de tous ses voeux Wilfried Monod, pour qui le TEC doit devenir une réalité. Moi, je pense que ce serait la meilleure façon, quand même, d'aider à la production au sein de l'Union africaine, favoriser déjà les échanges entre les États et maintenant accroître les revenus par État. Et ce n'est que comme ça que chaque pays pourra contribuer de manière spécifique, de manière substantielle, aux charges que génère l'organisation pour son développement et pourquoi pas pour son efficience au service des Africains. Oui, vous l'avez si bien dit, Peggy Dagba, voilà qui nous replonge encore dans la toute première réforme Wilfried Monod. C'est vrai qu'on n'a pas voulu être très théorique. Alors, vous aurez préféré que ce soit beaucoup plus technique. La première réforme qui propose la rationalisation du champ d'action de l'Union africaine. Dans ce premier point, c'est bien sûr en humain, la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, les affaires politiques, l'intégration économique, comme l'exigeait tantôt, les réalités d'un État à un autre, les réalités qui diffèrent d'un État à un autre. Voilà que nous formons une union. Pourquoi ne pas penser d'abord au réajustement des institutions, des réalités propres à chaque État? Non, c'est que, vous savez, les pères de l'Organisation pour l'unité africaine, qui a mué pour devenir aujourd'hui l'Union africaine, ont voulu que nous puissions avoir, par exemple, la libre circulation des personnes et des biens en Afrique, que nous puissions mettre nos moyens ensemble pour construire, par exemple, les infrastructures. Mais l'individualisme ou l'ego des chefs d'État, en fait, ont tout fait de tuer cette volonté de construire une Afrique ensemble et unie. Mais aujourd'hui, ces visions s'imposent à nouveau à nous. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir ensemble une politique africaine où la gestion politique de l'Afrique doit être définie ensemble pour que d'un pays à un autre, on n'ait pas autant de variances. Est-ce que vous voyez? Puisqu'on se dit union, mais on n'est pas pour autant unis. Parce que vous prenez par exemple, vous voyez aujourd'hui, est-ce que pour réussir à développer son pays, on a besoin de s'éterniser au pouvoir? Voilà une réalité. Est-ce que chaque fois qu'il y a élection dans un pays, on doit frôler la guerre? Voilà des problèmes simples qu'il faut qu'aujourd'hui on dépasse. Si le peuple ne peut pas s'exprimer librement, il ne peut pas donc produire librement. Or, nous appelons de tous nos voeux la réalité de la démocratie dans nos pays. Et ce n'est que ça qui va libérer les énergies productives. Il y a l'épineux problème de la sécurité dans la sous-région et dans beaucoup d'autres pays africains. Donc vous voyez aussi que lorsque le Bénin mettra ses moyens de sécurité en commun avec le Togo, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, on va mieux contrôler la sécurité dans notre pays. Et en même temps, les autres aussi pourront aussi mieux contrôler la sécurité dans le pays. Donc, si on ne met pas ensemble nos moyens, nos ressources déjà maigres, on n'aura pas la force. On n'aura pas la force. De mur. Voilà, on n'aura pas la force
de construire cette unité et à atteindre ce développement de l'Afrique qui est appelé de tous nos voeux. On l'a bien dit, l'égoïsme des chefs d'État africains, la rigidité des frontières et beaucoup d'autres réalités économiques. Peggy Ludovic Dagba, on va mettre un terme à ces échanges, à ce débat fait croiser avec ces réalités que nous évoquons. Comment pourrons-nous vivre l'union africaine? Comment pourrons-nous vivre l'union face à ces petits détails qui nous divisent? Non, je vous prête volontiers le mot. Petit détail, franchement. Et on dit que le diable est dans les détails, n'est-ce pas? Alors il faudrait donc qu'on évite le diable en quittant les détails pour le sérieux, pour l'essentiel. Parce qu'il faudrait qu'on quitte l'étape des réflexions théoriques pour entrer vraiment dans les actions. Parce que cette Union africaine, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est déjà l'OUA, après c'est devenu l'Union africaine. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Donc c'est important que nous puissions vraiment dépasser maintenant la théorie pour entrer vraiment dans la pratique. Et entrer dans la pratique, c'est être ouvert, être clairvoyant. Essayer de voir ce qu'il faut faire ensemble pour que la vie nous soit plus aisée. Je crois que c'est l'essentiel sur lequel il faudra quand même qu'on mette l'accent. Et par exemple, laissez-moi finir quand même mes propos sur ce manque à mon niveau. Cette espèce de... le thème ne me vient pas. Je voulais rappeler un peu l'ère ou la période de Air Afrique, par exemple, où vous voyez toute une communauté, je crois que c'est la CEDEAO, qui avait créé cette belle compagnie Air Afrique qui permettait aux Africains de pouvoir voyager sans problème. Voilà que cette belle initiative a fait flop. Et depuis, ça peine. Il y a eu des projets, mais qui n'ont pas réussi vraiment à prendre. Alors, moi, je pense qu'on pourrait quand même commencer à réfléchir à ce niveau. Face à la disparition de Air Afrique, chaque État africain, sinon certains États africains entretiennent quand même leur compagnie. Justement, c'est de ça que je parle. Et ça donne quel effet? Qui n'est pas sans coût. Ça donne quel effet? Et vous voyez ce que ça coûte, justement, chaque compagnie, faire déplacer un avion. Et vous voyez le nombre d'Africains qui voyagent aujourd'hui de plus en plus par les airs. Est-ce qu'en nous mettant ensemble, on ne pourrait pas avoir une compagnie africaine qui va beaucoup plus coûter moins cher, qui va offrir le confort qu'il faut, et comme ça, on aura quand même des compagnies compétitives avec celles venues voilà un exemple concret de la mauvaise volonté. C'est d'ailleurs la mauvaise gouvernance que nous avons dénoncée dans la première partie qui a plombé Air Afrique. Et donc, les réformes sont attendues et nous espérons que le président rwandais laissera, à défaut d'atteindre son objectif, laissera des résultats qui permettront à ceux qui viendront à la suite de continuer la lutte. Moi, je voudrais quand même saluer déjà le fait que ce président rwandais, depuis 2016, a mis en place un comité. C'est mon mot de fin. A mis un comité et qui ne respecte pas les clauses diplomatiques. C'est 100 représentants de l'Afrique du Nord, par exemple, dans ce comité, parce qu'il veut atteindre un objectif. Il se défait des lourdeurs de l'organisation. Et donc, je crois que c'est déjà un premier pas et il faut le soutenir dans ce sens. C'est vrai que ce ne sera pas bien vu, mais pour avoir des résultats concrets. On n'a pas forcément besoin de convaincre, de plaire à tout le monde. Et quand on veut atteindre un résultat, il faut faire des choix. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est convenu avec moi qu'il fera des mécontents. Forcément, il fera des mécontents qui n'auront qu'à simplement aller s'asseoir et attendre de voir si le choix est bon ou pas. Merci Peggy Ludovic Dagba. Merci à Wilfried Monou. Merci pour votre disponibilité. Bonne journée.